merci à vous d'avoir répondu à notre sollicitation. Donc nous poursuivons les travaux de notre commission d'enquête avec l'audition de Madame Sophie Mourlon, qui est directrice générale de l'énergie et du climat. C'est ça, Madame ? Voilà, avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 14 et 15 du Code pénal, et notamment de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Je vous invite à prêter serment de dire donc toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Vous allez vous exprimer tous les trois ou pas? Oui? Potentiellement, donc je vous fais prêter serment tous les trois à ce moment-là. Madame Mourlon. Merci, Madame. Monsieur Furoy. Monsieur. Vous êtes, monsieur? Vous nous préciserez vos coordonnées. Merci, monsieur. Donc le Sénat a constitué le 18 janvier dernier une commission d'enquête sur la production, la consommation et le prix de l'électricité aux horizons 2035 et 2050. Nos travaux sont centrés sur le présent et l'avenir du système électrique, en nous posant la question de fond, est-il en capacité de faire face à la demande, d'offrir aux particuliers et aux entreprises une électricité à un prix raisonnable, et quelles sont ses perspectives de développement? Donc beaucoup de sujets sur lesquels vous êtes compétents nous intéressent, par le fait que, on poste dans cette direction depuis 2019, Madame, cela vous donne un peu de profondeur de champ. Quels sont les enjeux, les compétences et les conséquences du modèle de régulation post-ARENH, pour ce que l'on en sait? Comment sera porté le programme de nouveau nucléaire? Quel est l'avenir des tarifs réglementés de l'électricité dans la perspective de l'accord post-ARENH et de la réalisation du programme de nouveau nucléaire? Quelle est votre vision des investissements à consentir dans les réseaux et leur financement, et concernant leur financement, et comment sortir du contentieux avec la Commission européenne sur les concessions hydroélectriques? Donc voilà quelques questions auxquelles nous aimerions que vous répondiez. Je donnerai la parole à monsieur le rapporteur dans quelques instants qui complétera. Voilà. On va organiser donc l'audition comme les précédentes. Je vous donnerai, Madame, 10 minutes de présentation liminaire, et après quoi on engagera les échanges à partir des questions de monsieur le rapporteur et de mes collègues ici présents. Monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. Je pense qu'on va passer rapidement la parole à Madame la Directrice, parce que on souhaite vous entendre. Moi, j'ai beaucoup de questions. Je vais pas résumer mes questions de trop. Peut-être par rapport à celle qu'a évoqué le Président en complément. La sortie de la stratégie de la SNBC 3, la stratégie nationale bas carbone, vous l'anticipez pour quelle date? Est-ce que voilà, il y a des perspectives? Est-ce que vous avez des informations particulières à ce sujet? Voilà. Après, il y a beaucoup de questions effectivement qui peuvent être abordées à la fois sur le tarif réglementé, son avenir, le financement du nouveau nucléaire, les négociations post-ARENH. Je crois que vous avez été négociatrice, en tout cas vous faisiez partie un peu des personnes qui étaient au contact d'EDF pour discuter de cet soi-disant accord, parce que pour moi il n'y a pas d'accord à partir du moment où il n'est pas signé, il n'est pas voté, il n'y a aucune formalisation particulière. Enfin voilà, vous me donnerez peut-être votre avis là-dessus. S'il y a une nouvelle partie du droit français qui a évolué, qui permet à un texte non signé d'être quand même considéré comme valable et opposable. Voilà, en tout cas, on va peut-être vous laisser vous exprimer, si vous pouvez le faire dans le délai qui est fixé par le Président, parce que ça nous permet ensuite d'avoir un peu plus d'interaction, et d'interactivité plutôt, dans nos questions-réponses. Madame Mourlon, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs, je vous propose, comme effectivement le champ des questions qui nous avaient été posées préalablement est extrêmement vaste, de ne pas tenter de le balayer, mais plutôt de le faire de manière interactive avec vous sur vos questions, et d'avoir un propos liminaire relativement ramassé qui revienne effectivement sur l'ensemble des enjeux de la politique énergétique et les missions de la Direction générale de l'énergie et du climat, ce qui permettra ensuite d'aller piocher dans les différents sujets en fonction de vos questions. Je suis directrice générale de l'énergie et du climat depuis juillet
juillet 2023 et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, j'étais directrice de l'énergie depuis septembre 2019 au sein de cette même direction générale, donc ce qui permet d'avoir une part de l'antériorité sur un certain nombre de ces sujets, même si les sujets de transition énergie-climat sont des sujets pour partie de très long terme et dépassent largement le temps d'un poste et d'une vie administrative. Les missions de la Direction générale de l'énergie et du climat sont assez vastes, elles dépassent le champ de votre commission, je les rappelle brièvement. Nous avons pour mission de proposer et mettre en œuvre la politique de l'énergie, du climat, de l'adaptation au changement climatique et de la qualité de l'air extérieur, principalement. Au sein de la politique de l'énergie, il nous revient donc là aussi de proposer et de mettre en œuvre, pas tout seul, j'y reviendrai, la planification dans le domaine de l'énergie et du climat, la régulation des marchés, dont les conditions de fourniture des différentes énergies, le développement de la production décarbonée, énergie renouvelable, nucléaire, gaz, carburant et combustibles liquides et gazeux, électricité, chaleur, des filières industrielles associées et des réseaux qui les distribuent, la réduction de l'usage des énergies fossiles, la sécurité d'approvisionnement, qui est un sujet qui s'est rappelé avec force dans la sphère grand public ces dernières années, et la réduction des consommations d'énergie. Nous contribuons également à la politique internationale dans le domaine particulièrement de l'énergie et également du climat au niveau européen et mondial, et nous exerçons la tutelle en tant que commissaire du gouvernement d'un certain nombre de grands opérateurs, EPIC et entreprises à participation publique dans le domaine de l'énergie. Évidemment, nous ne sommes pas tout seuls et votre commission auditionne, je crois, un certain nombre de nos interlocuteurs. Nous travaillons dans une dimension très fortement interministérielle avec d'autres directions générales de l'administration, du ministère de l'économie et des finances, du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, du ministère de l'agriculture, du ministère de l'Europe et des affaires, étrangères, du SGAE, du SG planification écologique, du SG pays auprès du Premier ministre et des opérateurs et autorités indépendantes comme la Commission de régulation de l'énergie, l'ADEME, l'ANA. Donc une sphère de la politique énergie-climat qui est encore une fois fortement interministérielle, mais c'est aussi évidemment parce que l'énergie est au cœur de la vie de la nation et qu'on retrouve les enjeux énergétiques dans un très grand nombre de politiques publiques et que de la même manière nous nous appuyons sur un très grand nombre de politiques sectorielles pour cette transition énergie-climat. Les grands objectifs de la politique énergétique, et ça va nous ramener très rapidement vers le champ de vos questions, ils sont principalement au nombre de 3 et nous les poursuivons tous les 3 conjointement, même si c'est parfois difficile. Il s'agit de la décarbonation du mix énergétique, de la sécurité d'approvisionnement et de la protection des consommateurs et de la compétitivité de notre économie. Au titre de la décarbonation du mix énergétique, vous avez en tête bien évidemment à quel point notre mix électrique est aujourd'hui décarboné, mais à quel point notre mix énergétique est loin de l'être, avec près de 60% de nos consommations énergétiques qui le sont à partir d'énergies fossiles fortement émettrices de gaz à effet de serre. Donc c'est une priorité de la politique climatique que de décarboner l'ensemble de ce mix énergétique, avec 2 grands volets. La réduction des consommations par des mesures de sobriété et par des mesures d'efficacité énergétique et le développement de la production décarbonée, des énergies renouvelables, et j'insiste, toutes les énergies renouvelables, y compris les combustibles solides, gazeux, liquides et électriques évidemment, ainsi que le nucléaire et la production directe de chaleur, pour permettre une décarbonation complète du mix énergétique à l'horizon 2050, en conformité avec les objectifs de la France et avec nos engagements internationaux. La sécurité d'approvisionnement, c'est un champ vaste et important de la politique énergétique. Elle est vraiment au cœur de la vie de la nation et on l'a vu, ces préoccupations de sécurité énergétique n'ont évidemment jamais cessé d'être au centre des missions de la DGEC, mais elles ont été un peu moins présentes dans le débat public dans les années qui ont précédé ma prise de fonction notamment, alors que les crises que nous avons traversées, Covid, la guerre en Ukraine, les difficultés de corrosion sous contrainte du parc d'EDF, la sécheresse qui était concomitante, ces 3 derniers événements ayant été concomitants, a rappelé avec force ces enjeux que nous appréhendons non pas seulement
dans un contexte de crise, mais bien comme un enjeu tout au long de la transition, puisque cette transition énergétique ambitieuse et rapide suppose également, évidemment, et j'insiste sur le fait que ça fait partie intégrante des 3 objectifs, d'assurer la sécurité d'approvisionnement tout au long de la transition. Et la protection des consommateurs et la compétitivité de l'économie, qui est l'un des 3 piliers, ce qui nous fait rechercher un mix énergétique décarboné à coût optimisé, en travaillant évidemment sur le choix des technologies, la configuration des systèmes, les modes de financement, qu'ils soient tous optimisés pour la collectivité, qu'il s'agisse des consommateurs ou des contribuables de la collectivité nationale. La régulation des prix, les actions de régulation des prix en font partie, avec une attention particulière aux consommateurs vulnérables, particuliers et entreprises. Ce sont 3 objectifs qu'il faut concilier et rien que la conciliation de ces 3-là, sans prendre en compte en plus l'ensemble des politiques publiques qui vont avec, pose déjà des enjeux majeurs. Par exemple, le financement et la régulation des actifs de production qui nous incite à la fois à rechercher une réduction des risques pour les investisseurs, ce qui permet de réduire les coûts de financement et d'avoir in fine des productions à un coût optimisé, face au fait d'inciter à la performance l'ensemble des producteurs pour la production d'énergie et pour inciter évidemment à la maîtrise des coûts et à la sécurité d'approvisionnement, mais également le fait de réduire le coût pour les consommateurs tout en permettant l'investissement dans les nouveaux actifs de production, puisque les investissements, c'est notre sécurité d'approvisionnement de demain. Et cette question du partage des risques, des investissements et des revenus entre les consommateurs, tous, et les producteurs est au cœur des enjeux de régulation sur lesquels nous reviendrons peut-être. Pour les travaux de planification, qui sont donc un des pans importants de notre travail, vous nous aviez envoyé plusieurs questions et vous avez réindiqué la question du calendrier. Donc je ne reviendrai pas sur l'architecture, sauf si vous le souhaitez, des documents de planification, la stratégie nationale bas carbone, la programmation pluriannuelle de l'énergie, le plan national d'adaptation au changement climatique. Alors, nous avons des documents en vigueur. Nous avons adopté en avril 2020 une stratégie nationale bas carbone et une programmation pluriannuelle de l'énergie qui sont en vigueur aujourd'hui et qui nous permettent de conduire les investissements, en particulier dans la politique énergétique, dans la rénovation, etc., sur cette base, qui sont en cours de mise à jour, en effet, en particulier pour les mettre à jour, d'une part, de la réalité du chemin parcouru depuis leur conception. Il est prévu une mise à jour quinquennale parce que, bien entendu, un des objectifs, c'est la planification à long terme parce qu'il nous faut un cap, mais nous avons aussi une boussole et il est évident qu'une planification à 15 ans ou à 30 ans n'est pas là pour qu'on mette des œillères et qu'on fonce ensuite tête baissée sur une trajectoire unique qu'on aurait choisie, mais bien pour permettre des choix de politique publique, d'investissement, de régulation qu'on met à jour de manière quinquennale et une mise à jour qui est rendue nécessaire également par l'évolution des engagements européens et des engagements internationaux de la France. Donc les travaux de mise à jour ont été engagés dès l'adoption en réalité des documents de 2020 pour avoir un cycle de modélisation complet, de modélisation et de concertation. Il s'agit d'un travail itératif, on pourra y revenir si vous le souhaitez sur ces modélisations. Elles sont complexes, elles font appel à la modélisation en réalité de l'ensemble des secteurs d'activité et de la vie de la nation. Nous allons modéliser comment évoluera la consommation des bâtiments, combien seront rénovés, comment évolueront les pratiques de mobilité des Français, la pénétration ou pas de la mobilité électrique, l'évolution des pratiques agricoles, la décarbonation de l'industrie, enfin un champ très très vaste. Nous avons à peu près 2000 hypothèses qui sont mises à jour en concertation avec l'ensemble des acteurs parties prenantes, ONG, filières, entreprises, consommatrices et productrices, associations de consommateurs, et toutes les filières. Donc un travail encore une fois complexe et itératif qui nous permet de développer ces documents de planification. L'un d'entre eux, les orientations de l'un d'entre eux, la programmation pluriannuelle de l'énergie, ont été mis en consultation au mois de novembre dernier. Donc en novembre 2023, nous avons publié les orientations de la programmation pluriannuelle de l'énergie et les orientations de la SNBC sur l'horizon 2030 devraient être mis en consultation également ce printemps pour permettre l'achèvement de ces documents que nous souhaitons évidemment le plus vite possible, avec un processus qui
inclut une évaluation environnementale, des consultations du public, consultations également du Conseil supérieur de l'énergie, du Haut Conseil pour le climat et d'un certain nombre d'instances. Donc un certain nombre de mois de consultation une fois que les premiers travaux de... Pas sur les documents réglementaires. La PPE et la SNBC sont des documents de nature réglementaire. Nous avons l'obligation de les construire pour qu'ils soient compatibles avec ce que le législateur a fixé dans le Code de l'énergie, dans la partie législative du Code de l'énergie, donc en particulier le L100-4 du Code de l'énergie et un certain nombre d'articles. Donc ces documents doivent être construits en compatibilité avec ça. Pour finir... Vous nous dites là clairement que le Parlement ne sera pas associé à la question de la PPE proposée. Je n'ai pas dit ça. Vous m'avez demandé si parmi les consultations obligatoires figurait la consultation du Parlement. Donc parmi les consultations obligatoires de l'élaboration de ces textes réglementaires ne figure pas la consultation du Parlement, pas plus que sur d'autres textes réglementaires. En revanche, l'association du Parlement sur les sujets de la programmation énergie-climat sont un objectif poursuivi par le gouvernement et dont le gouvernement sera amené à préciser les modalités dans les prochaines semaines ou mois. Mais la PPE est un décret, la SNBC est un décret. Et ce que je peux ajouter aussi, et vous le savez, parce que certains d'entre vous... Excusez-moi, madame, pour faire lien avec les différentes démarches importantes que vous avez évoquées, le plan national d'adaptation au changement climatique, c'est un petit peu l'enveloppe, en fait. C'est ça, il faut le comprendre comme ça, et décliner ensuite sur la SNBC, la PPE, etc. Sur ce plan d'adaptation, le Parlement a quand même son mot à dire. Ou pas non plus? Alors, le plan national d'adaptation au changement climatique, on ne l'envisage pas comme une enveloppe, mais comme un complément. En réalité, la stratégie nationale bas carbone et la PPE, l'objectif, comme je l'ai indiqué, c'est un objectif de décarbonation, de sécurité d'approvisionnement, etc., mais donc de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le plan national d'adaptation au changement climatique, c'est le plan qui... à côté de ces objectifs et de cette politique d'atténuation extrêmement forte, embarque le fait que le changement climatique est déjà à l'œuvre et qu'il nous appartient de préparer l'avenir en ajustant un certain nombre de champs normatifs, de politiques publiques. Par exemple, quand on construit une infrastructure aujourd'hui, des infrastructures qui ont vocation à être encore là dans plusieurs décennies, il importe évidemment de tenir compte dans leur conception et leur construction de l'évolution du climat sur les années qui viennent. Pour parler du champ de l'énergie qui est le nôtre, par exemple, la prise en compte du changement climatique dans la conception des réseaux de transport et de distribution électrique est important. Donc le plan national d'adaptation au changement climatique, il est vraiment ciblé sur ce volet adaptation. Quelques minutes de plus et puis... Non, mais bon je comptais simplement redire que parce que ça fait, mais on y reviendra au moment des questions. Oui, les incertitudes des trajectoires, on pourra les creuser si vous le souhaitez. Ok, merci madame. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Directrice. Effectivement, il y a beaucoup de questions. Alors je vais essayer d'être assez synthétique là dans mes premières questions et puis on passera la parole aux collègues. Objectif décarbonation. Alors j'ai bien compris et puis je pense qu'on a tous bien compris que le mix électrique est bien décarboné, que le mix énergétique l'est beaucoup moins, qu'il faut faire évoluer ce mix énergétique avec plus de mix électrique. Forcément, ça veut dire qu'il faut électrifier un certain nombre d'usages qui devrait amener une augmentation de la consommation électrique assez sensible. Ces dernières années, on observe plutôt une diminution de la demande et de la consommation. Ça l'a été encore ce week-end puisque les prix ont été nuls. Les prix de l'électricité ont été parfois nuls parce que la demande est atone. Quand est-ce que vous pensez qu'il y aura une inversion de cette courbe de consommation pour vous qui connaissez bien le secteur? À quel moment vous pensez 2025, 2028, 2030 ça m'intéresserait d'avoir votre pronostic en la matière. Deuxième question sur la sécurité d'approvisionnement. Alors, on a des questions sur lesquelles on nous alertait sur l'uranium, sur les réserves d'uranium. Est-ce que vous pensez que les réserves d'uranium connues aujourd'hui, celles qui sont inconnues, on peut toujours les imaginer, mais celles qui sont connues, est-ce qu'elles suffiront
à alimenter 14 nouveaux EPR d'ici 2050 qui auraient une durée de vie d'à peu près 60 ans, donc qui iraient au-delà de 2100. Voilà. Est-ce que c'est une question que vous êtes posée? Est-ce que vous avez des notes sur le sujet? Est-ce que vous avez fait une analyse? Parce qu'on se dit on va investir quand même des sommes assez considérables, ce qui n'est pas négligeable. Et est-ce que du coup il y a une réflexion qui se fait sur la 4e génération, sur les neutrons rapides à ce propos-là? Donc ça, c'est ma 2e question. Ma 3e question sur la protection des consommateurs, c'est l'avenir des tarifs réglementés. Comment vous l'imaginez avec les accords post-AREN et puis avec aussi les CFD, hein, si on met en place des CFD, qu'est-ce que deviennent et comment sont calculés en fait les tarifs réglementés? Et puis une dernière question, ça fera 4 questions, hein. J'essaie de ne pas abuser, Monsieur le Président. Est-ce que la DGEC, votre direction, donc, challenge ou est en train de challenger les prévisions d'investissement assez considérables de RTE et d'Enedis sur les réseaux? On nous annonce 100 milliards d'un côté, 100 milliards de l'autre. Il n'y a plus rien à moins de 100 milliards. Et donc, est-ce que vous challengez est-ce que vous avez déjà une opinion un peu dessus ou pas? Voilà, voilà, Monsieur le Président. Madame la directrice. Merci pour vos questions. Alors, pronostics, on s'essaie rarement à des pronostics. Nous faisons de la planification. Donc, sur la demande en électricité, comme vous l'avez en tête et comme vous l'avez rappelé, on a un objectif de politique énergétique qui globalement vise à réduire la demande en énergie. À l'intérieur de cela, à augmenter la part de l'électricité. Donc, au total, en valeur absolue, ça fait une augmentation de la demande en électricité. De manière conjoncturelle et en particulier en raison des crises, l'État et l'ensemble en fait des parties prenantes et des consommateurs se sont mobilisés dans un plan de sobriété qui a été mis en vigueur et porté à l'occasion de la crise, voilà, qui a très bien réussi. Au-delà de nos espérances en termes de vitesse, c'est-à-dire qu'on était absolument convaincus que ces possibilités de réduction des consommations étaient possibles, mais qu'en revanche on puisse les obtenir dans un délai aussi court, a été à toute chose malheur est bon, peut-être une bonne surprise. Et donc effectivement, conjoncturellement, les phénomènes qui sont à l'œuvre et qui tirent vers le haut et tirent vers le bas, aujourd'hui on fait réussir d'abord le plan de sobriété, donc on fait réduire la demande. Ce qui nous a aidé à passer l'hiver 22-23, qui était un hiver compliqué du point de vue de la disponibilité des moyens de production électrique au niveau français et européen, clairement. Vous avez cité le fait que les prix soient très bas. Évidemment, la question du niveau des prix, c'est une question d'offre et de demande, pas uniquement d'évolution de l'offre. Donc, exactement à quel moment s'inversera la courbe, ce n'est pas vraiment comme ça que nous l'abordons. En revanche, nous avons des trajectoires centrales et des scénarios de stress test sur l'évolution de la demande vers le haut et vers le bas. Pour vous donner un ordre de grandeur, donc vous avez en tête on s'attend à une demande de consommation électrique d'environ 560 TWh à l'horizon 2030. Il faut avoir en tête que 150 000 passoires énergétiques rénovées en plus ou en moins d'ici là, c'est 11 TWh de différence. Que 10 consommations en plus ou en moins dans le tertiaire, c'est 11 TWh. Que 200 000 tonnes d'hydrogène supplémentaires produits en plus ou en moins, c'est encore 10 TWh et ainsi de suite. Donc en fait, on n'a pas une seule trajectoire, mais on a bien des fourchettes et des stress tests pour permettre de faire des choix de politique publique, d'investissement et d'orientation des politiques publiques en fonction non seulement des trajectoires centrales, mais également des incertitudes, avec l'objectif évidemment de prendre, si possible, des décisions sans regret et dans tous les cas des décisions prudentes et qui permettent de ne pas nous mettre dans une impasse demain. Et ensuite, on suit l'évolution de la situation de manière rapprochée pour ajuster les trajectoires en fonction. Vous pensez que ça va s'inverser avant 2030 ?
Quand on regarde les déterminants de la consommation, oui, on est amené à le penser. En effet, ce qui détermine la consommation électrique, la liste est extrêmement longue, mais ce qu'on peut citer, c'est l'évolution du trafic de voyageurs et de marchandises qui a plutôt tendance à reprendre après une forte baisse à la suite du Covid. Évidemment, le taux, dans le domaine des transports, le taux de pénétration de l'électrification qui a connu une forte accélération l'année dernière, c'est quelque chose que nous surveillons de près. Le taux d'incorporation alors pas sur l'électricité, mais globalement, le taux d'incorporation des biocarburants et le cas échéant des e-fuels qui, eux, nécessitent la production d'électricité, le rythme des rénovations énergétiques et en même temps de l'électrification. Si on prend le seul secteur du bâtiment, quand on rénove, on réduit la consommation. Quand on électrifie, on augmente la demande en électricité. Donc la concurrence de ces deux effets est quelque chose que nous suivons de près. Mais là aussi, l'électrification dans le domaine du bâtiment se fait à une vitesse relativement rapide. De la même manière, dans l'industrie, vous avez vu que le plan de décarbonation de l'industrie avance à un très bon rythme, avec des actions qui ont été faites sur les 50 sites les plus émetteurs, sur les autres industries fortement émettrices, donc avec une électrification relativement rapide. Encore une fois, on suit ces trajectoires. Pour revenir sur la question des échelles de temps, qu'il s'agisse de très grands projets d'infrastructure comme une centrale nucléaire ou des lignes à haute tension, ou des projets qui peuvent sembler plus petits comme des parcs éoliens ou des parcs photovoltaïques, lorsque vous avez des gigawatts à mettre en service, de toute façon, vous êtes sur des échelles de temps qui vont vite à la décennie. Donc, évidemment, il peut y avoir des effets conjoncturels de court terme, mais il est impératif de planifier l'évolution du mix énergétique sur le long terme. Et pour le coup, les déterminants de long terme, ils sont assez clairs et assez clairement partagés au niveau européen et mondial. Et on a vraiment besoin d'anticiper à ces horizons de temps-là. Excusez-moi, par rapport à ce point précis, pour éviter les trous, on peut avoir des surprises de caractère technologique, voilà, des choses qui étaient prévues, attendues, nécessaires à telle échéance et qui ne seront pas disponibles. Comment vous gérez ça en termes de planification ? Donc, comme je vous l'indiquais, on fait des stress tests ou on fait faire des stress tests lorsque certaines parties de nos évaluations sont confiées à des partenaires. On étudie le et si, et on voit ce que ça donne vers le haut et vers le bas. Et dans toute la mesure du possible, on prévoit des marges dans les trajectoires. Donc, par exemple, sur le bouclage en électricité par rapport aux nécessités de la sécurité d'approvisionnement, on intègre le fait qu'on a une marge dans le système électrique qui fait que la France est structurellement exportatrice. C'est l'effet de cette marge, à l'exception de l'année 2022 où justement on a eu à faire face à une baisse très forte de la disponibilité des réacteurs nucléaires, de l'hydroélectricité et à un souhait de ne pas trop tirer sur les centrales à gaz puisqu'on avait une incertitude sur la disponibilité du gaz. Mais d'une manière générale, on a des marges dans le système électrique et ces marges sont calibrées justement au regard des objectifs de sécurité d'approvisionnement. Est-ce que, madame, il est possible d'accéder à des documents présentant ce que vous venez de dire, parce que c'est extrêmement important en termes de souveraineté voilà, pour la consommation, du point de vue des consommateurs, etc., industriels ou particuliers. Alors vous les retrouvez dans les documents qui ont été transmis à votre commission d'enquête, en particulier pour la partie électrique, c'est assez détaillé dans le rapport de RTE qui s'appelle Futur énergétique, qui est un rapport extrêmement épais. Oui, ça on connaît, mais si vous nous dites voilà, ce que je présente c'est dans Futur énergétique, d'accord. Alors il y a des parties qui sont dans Futur énergétique. J'ai pas su trouver, il est épais hein, le rapport, hein, je ne prétends pas le connaître par cœur, mais j'ai pas su, pardon ? 1050 pages. Que 1050 pages. Non, il est très intéressant par ailleurs. Mais j'ai pas su trouver ça, cet aspect-là, d'arbres, d'hypothèses, etc., permettant de mettre en évidence voilà, la façon dont on anticipe des difficultés particulières. J'ai pas su le trouver, ça. Donc vous l'évoquez. Est-ce que vous avez des éléments complémentaires à Futur énergétique qui nous permettraient de... On pourra vous passer des éléments, sachant que évidemment, aucun d'entre nous n'a la capacité à tout prévoir, donc on reste sur une démarche. Oui, bien sûr. Mais ni nous.
Moi qui espérais Merci. trouver ici la réponse. Si on peut avoir quelque chose là-dessus pour la Commission, je vous remercie. On vous transmettra des éléments. Sur la disponibilité de l'uranium au regard d'un programme de 14 réacteurs, donc oui, évidemment, c'est un sujet dont on se préoccupe. Au titre de la sécurité d'approvisionnement, ça recouvre la sécurité d'approvisionnement en uranium. Nous n'avons pas d'inquiétude sur la disponibilité de l'uranium pour 6, 8 ou 14 EPR supplémentaires. Les évaluations au niveau international donnent des ressources qui sont largement suffisantes pour un accroissement, y compris assez important du parc mondial, puisque dans le parc mondial aujourd'hui il y a 330 ou 360 gigawatts de nucléaire en service dans le monde. On en a 60 en France. Vous savez qu'en marge de la COP et sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie, il y a eu une mobilisation en faveur d'un doublement, voire d'un triplement de ces capacités. Donc, y compris pour couvrir le doublement des capacités, la disponibilité à l'horizon du siècle de l'uranium est là. On pourrait arriver à des tensions vers la fin du siècle, au regard, encore une fois, des évaluations à ce stade. C'est comme dans toutes les ressources du sous-sol, il peut y avoir de nouveaux gisements, donc c'est quelque chose qu'on suit. Donc pas d'inquiétude pour 6, 8 ou 14. En revanche, l'enjeu principal sur l'uranium, c'est de garder évidemment une diversification des approvisionnements, et c'est quelque chose auquel nous veillons, puisque la question géostratégique... Bien sûr, bien sûr. Vous avez une analyse là-dessus ou que pourriez nous fournir? Qui sera réservée au président et à son rapporteur au titre de la confidentialité. Ok. Désolé, messieurs, dames. C'est réservé à personne. C'est réservé à personne, mais ça ne peut pas être publié, dites-le. Non, mais en fait, ce n'est pas réservé à certains, c'est réservé à la Commission, mais ça ne peut pas être, évidemment, communiqué. Diffusé. Oui. Non, mais c'est pour ça, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. C'est une question de communication qui n'est pas possible. Oui, voilà. Sur l'avenir des tarifs réglementés et la question de l'interaction avec les formes de la régulation, du choix ou pas d'un contrat, d'un CFD ou d'autres choses. Le principe du TRV a vocation à rester le même. Le principe du TRV, c'est d'avoir une référence obligatoire de prix qui est fondée sur un empilement des coûts, qui sont les coûts évalués par la CRE des réseaux, des coûts commerciaux d'un opérateur efficace, et d'une partie qui est l'approvisionnement en électricité. Et c'est cette partie approvisionnement, la formule de cette partie approvisionnement en électricité qui a vocation à évoluer en fonction des choix de régulation, puisqu'elle doit refléter ce que permet la régulation, mais dans son principe, ça ne changerait pas le TRV, simplement la formule évoluerait. Aujourd'hui, la formule, elle dit qu'il y a une part de l'approvisionnement qui vient de l'AREN et il y a une part d'approvisionnement qui vient du marché, de telle et telle manière qui correspond au comportement d'un opérateur prudent. Donc demain, une régulation avec un CFD, ça voudrait dire que dans la formule de la partie approvisionnement, il y aurait un morceau qui serait représentatif du CFD. Une régulation comme celle que nous prévoyons avec un approvisionnement marché et un cap de prix sur le nucléaire, ça reviendrait à avoir un approvisionnement marché dans le TRV et à appliquer l'effet de la redistribution liée au cap de prix sur le TRV comme sur l'ensemble des autres offres. Donc voilà, le principe du TRV, la CRE vous l'a sans doute expliqué, sinon on pourra y revenir en détail, mais le principe du TRV ne changerait pas. En revanche, la formule, la modélisation dans le TRV de l'approvisionnement en électricité change en fonction de la régulation. La CRE, la Commission de régulation de l'énergie, a lancé une consultation du public sur ce sujet en début d'année, en fin d'année dernière. Enfin, on pourra vous le transmettre, ils pourront vous le préciser. L'investissement réseau. Alors oui, bien sûr, ça fait partie des sujets qu'on regarde. Alors là, conjointement avec la Commission de régulation de l'énergie, puisque la Commission de régulation est chargée d'évaluer et de fixer les tarifs de réseau en fonction des coûts sur une période tarifaire, qui est une période de quelques années. Nous échangeons avec les gestionnaires de réseau, et là, vous savez que RTE a mis en consultation les principes de son futur schéma décennal de développement de réseau. Donc nous le regardons
et nous le challengeons, pour reprendre vos termes, en particulier sur sa cohérence avec la politique énergétique, sur le choix des solutions techniques. Et on sera amené à échanger à un niveau de technique. C'est des discussions d'ingénieurs assez poussées entre RTE, Enedis et nous. En revanche, l'évaluation détaillée des conditions de rémunération, etc., ça, c'est de la compétence de la CRE et c'est elle qui fixe les tarifs et non pas ma direction générale. On sait que l'investissement dans les réseaux était effectivement essentiel à la transition. C'était pris en compte dans Futur Énergétique. Vous avez, je ne saurais pas vous citer la page, mais il y a un beau graphique avec des couleurs où on voit l'évolution et la nécessité d'investissement dans les réseaux, à la fois pour le renouvellement de réseaux de distribution construits après-guerre, de transport qui datent des années 70, pour l'adaptation au changement climatique, on en parlait tout à l'heure, et pour le développement et la transformation des réseaux en lien avec la transformation de systèmes de production et de consommation. La question qu'on se pose sur ce sujet, c'est comment et à quel prix le financement de ces investissements. Est-ce que c'est un des points qui fait partie de vos études, de votre travail ? Ça va faire partie des échanges qu'on aura en particulier avec la Commission de régulation de l'énergie dans les prochains temps. Sur la prochaine période tarifaire, la Commission de régulation de l'énergie fera ses évaluations et déterminera ce qui est nécessaire. Parmi les sujets à plus long terme, les périodes tarifaires font 4 ans. Donc sur une période de 4 ans, si vous voulez, le processus actuel nous semble être un processus qui convient pour la question du financement des réseaux. Les réseaux sont financés par les gestionnaires de réseaux sur une base régulée, payés par les consommateurs qu'on retrouve dans les tarifs. Donc ça, c'est un mode qui ne pose pas question à court terme. En revanche, on pourra être amené éventuellement, mais on n'a pas de travaux détaillés pour le coup à vous communiquer à ce stade, à se poser la question du financement sur le long terme. Ceci étant, si vous regardez Futur Énergétique, même si l'augmentation de l'investissement dans les réseaux est important, au total, la facture d'énergie des Français est réduite par le fait qu'on fait disparaître les 60% d'énergie fossile. Aujourd'hui, dans la facture énergétique des Français et de la France, on a 60% de nos consommations d'énergie qui sont des énergies fossiles importées. Demain, on a un système électrique plus gros dans lequel il aura fallu investir dans des moyens de production et dans du réseau, mais on n'a plus les consommations fossiles. Et que les coûts de financement sont minimisés dans l'étude. Alors, dans l'étude Futur Énergétique, c'est pour ça que je pose la question, parce que c'est un impact fort au bout du compte, cette affaire. Oui, dans Futur Énergétique, sur les coûts de financement, là aussi, vous avez des stress tests et vous avez un éventail de coûts de financement qui a été pris en compte, qui a été d'ailleurs mis en concertation pour toutes les technologies de production. Vous avez, alors il y a une page avec un graphique avec plein de points, là aussi, je ne saurais pas vous dire le numéro de la page, mais on pourra vous la communiquer, qui compare les différences des coûts des systèmes en fonction des coûts de financement et des taux de rémunération. Donc c'est quelque chose qui a été évalué et qui sera réévalué évidemment au fil du temps. C'est ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le meilleur moyen de réduire effectivement le coût total du système, c'est de réduire le coût de financement, c'est-à-dire de le dérisquer. Ce qui peut aller à l'encontre ponctuellement d'une incitation à la performance des opérateurs, quels qu'ils soient, par lesquels on peut avoir envie de leur faire porter une partie du risque. Mais plus on leur fait porter du risque, et plus globalement, au final, ça coûte cher. Donc c'est un travail assez fin. C'est pareil sur le soutien aux énergies renouvelables, c'est pareil sur le financement du nucléaire, de trouver le bon niveau et le bon partage du risque pour essayer d'obtenir l'optimum pour l'ensemble de la collectivité. Quand ils sont 100% à taille, il y a moins de risques. L'incitation à la performance, que l'opérateur soit 100% privé ou 100%. Mais en termes de risque, ça se discute beaucoup. Ces histoires de rémunération, je pense qu'à un moment donné, il faudra quand même qu'on s'entende sur, non pas sur un éventail, mais il faut qu'on s'entende sur un taux de financement qui soit objectivement relativement bas, tout en étant incitatif. Mais enfin bon, il ne faut pas non plus... ça joue quand même pas mal.
Sur le financement, le taux, mais je vous invite à creuser cette question avec la Commission de régulation de l'énergie si vous le souhaitez, parce que c'est vraiment au cœur de sa compétence. Oui, on les aura Voilà, en audition. le taux, pour le coup, le taux de financement dans la régulation des réseaux, il est bas. Enfin, les taux régulés, ils sont assez bas. Et c'est pas du tout les mêmes taux que ceux qu'on prend en référence pour des producteurs qui font un emprunt privé ou quoi. On est sur des taux beaucoup plus bas. Mais ça, c'est vraiment la Commission de régulation de l'énergie qui saura vous en parler en détail. Merci, Monsieur Salmon. Daniel Salmon. Oui, merci Monsieur le Président, merci pour vos exposés. Rapidement, parce que je n'ai plus qu'un petit quart d'heure devant moi, je me suis contenté de faire une petite règle de 3. Vous nous avez dit tout de suite 560 TWh attendus en 2030 et 650 000 passoires rénovées, 11 TWh en moins. Ah, d'accord. Parce que sinon, j'avais fait ma règle. Je peux vous dire qu'on allait presque devenir négatif en consommation. 11 TWh par an. 11 TWh en 2030 pour 1,5 million de passoires rénovées en moins. OK. On pourra vous communiquer ces chiffres de stress test. Ma question tombe à l'eau, mais en principe, j'ai plein d'ingénieurs, donc il arrive qu'on fasse des erreurs dans nos calculs, mais... J'étais très, très surpris, mais comme vous n'aviez pas ajouté par an, ça... C'était 150 000 que j'ai bien entendu. OK, parce que bon, je pense qu'il va falloir regarder ça, c'est crucial. La consommation, la demande qui sera là, puisque on sait que le parc nucléaire prévu du temps de Mesmer, on attendait 1000 TWh en 2000 et on était à 450. Donc voilà, il faut savoir calibrer parce que ce sont des investissements qui sont colossaux et donc tout part des estimations de demande. Moi, effectivement, quand on regarde les futurs énergétiques, moi qui regarde les 100% renouvelables, ça passe sur certaines attentes, une certaine demande électrique, jusqu'à on va dire 600 TWh, on peut estimer qu'on peut y arriver. Au-dessus, ça devient un peu plus complexe. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder de très près. Ces sujets de bouclage, donc d'arriver à faire d'avoir des ordres de grandeur commensurables entre offre et demande, que ce soit en électricité, en biomasse, en foncier, en matériaux, enfin la liste est assez longue et effectivement au cœur des enjeux de planification. C'est pour ça que ça prend du temps, c'est pour ça que c'est un processus itératif et c'est pour ça qu'on le met à jour régulièrement. C'est pour ça aussi, je l'indiquais tout à l'heure, qu'on travaille encore une fois sur à peu près 2000 hypothèses détaillées, parce qu'on ne met pas tout à fait le monde en équation, mais enfin c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à ça, pour effectivement évaluer les niveaux de production et de consommation qu'on peut atteindre. Tout ça, comme je l'indiquais, pour faire des choix raisonnés qui ne mettent pas dans des impasses, donc qu'on met en face de la capacité des filières à faire et tout ça. Dans Futur Énergétique, vous ne trouvez pas complètement ce travail amont, puisque Futur Énergétique prend comme donnée d'entrée et ensuite fait des stress tests et fait des scénarios, le volume d'électricité dont on a besoin et modélise ensuite des systèmes électriques qui permettent d'y répondre. Le travail qui permet de définir le niveau de consommation, il est plus large que ce que vous pouvez trouver dans Futur Énergétique et ce sont les sous-jacents de la stratégie nationale bas carbone, pour laquelle on a conduit depuis 2021 des ateliers techniques avec l'ensemble des parties prenantes. Et, tout à l'heure, j'ai omis de le mentionner quand vous posiez la question de l'association du Parlement à ces travaux. Certains d'entre vous avaient participé aux travaux de l'été dernier, l'été 2023, autour de la préparation de la politique énergie-climat, avec justement l'identification des grandes trajectoires et des grands objets de cette politique publique. 6 groupes de travail qui avaient été mis en place par Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, et qui ont développé leurs travaux de mai à septembre de mémoire, de manière assez approfondie. Mais donc c'est effectivement des modélisations assez complexes, dans lesquelles par ailleurs il ne faut pas se complaire. C'est-à-dire que la magie des chiffres ne fait pas tout, et c'est la raison pour laquelle on a souvent des éventails d'hypothèses ou des éventails de trajectoires. Juste pour finir, donc ça rejoint la question du président sur un arbre des hypothèses. Je suppose que vous avez ça d'une manière, présentation un peu synthétique, même je sais bien que aussi la simplification à outrance nous amène aussi dans des impasses. On essaiera de vous transmettre des choses lisibles.
Madame Sempe, Denise. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Merci, Madame et vous, Messieurs, de vous prêter à l'exercice devant nous cet après-midi. Deux questions d'actualité. J'ai entendu à la radio que je crois que c'est la Moldavie, le pays de la Moldavie, mais sous toute réserve, venait de nous demander d'être connectés au réseau électrique français pour ne plus dépendre du réseau électrique russe. Est-ce que, à votre avis, ça va changer quelque chose sur nos potentialités, justement, de réserve d'énergie électrique? Et deuxième question, est-ce que vous êtes informé que les contrats à long terme préconisés, y compris dans notre dernière loi APER, accélération des énergies renouvelables, il semblerait que ces contrats à long terme qui, dans notre tête, étaient là pour faire baisser un peu le prix de l'électricité, puisque tout le monde s'engage sur le long terme, il semblerait que ces contrats aient du mal à émerger aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez un point d'information à nous donner là-dessus? Merci. Allez-y, madame. Merci Madame la sénatrice. Sur la Moldavie, donc il y a deux pays dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui ont sollicité l'Europe, l'Ukraine et la Moldavie pour des questions de stabilité de leur réseau électrique. Pour ce qui est de l'Ukraine, elle était déconnectée du réseau russe pour un exercice en fait de déconnexion-reconnexion au moment de l'invasion. Et donc effectivement, on a été sollicité dès les premiers jours du conflit et l'ensemble des gestionnaires de réseaux de transport européens, dont RTE est un des plus gros, s'est mobilisé pour permettre la connexion rapide du réseau ukrainien au réseau européen. Dans un premier temps, pas tant pour leur fournir de l'énergie que pour assurer la stabilité de leur réseau, donc pas en cherchant à faire passer beaucoup d'électricité, mais en cherchant à aider à stabiliser leur réseau. La Moldavie est dans une situation assez particulière avec des régions qui font l'objet de revendications de frontières qui sont assez complexes. Et donc, de la même manière, les gestionnaires de réseau sont mobilisés pour essayer de trouver une solution. En revanche, je ne saurais pas vous donner les tout derniers développements de l'affaire, faute de m'y être penchée. Oui, le sujet de la Moldavie, c'est que pour le coup, les points de connexion au réseau européen à très haute tension sont faibles, contrairement à l'Ukraine où on avait des points de connexion assez forts. Et donc, il y a un travail avec l'association des régulateurs, des gestionnaires de réseaux de transport européens, ENSOE. Par rapport à votre question qui est est-ce que ça change quelque chose sur l'offre et la demande de la France? Non, parce que c'est assez petit et c'est assez loin. En revanche, les questions importantes, c'était les questions de stabilité de réseau. Parce qu'une perturbation, si vous voulez, dans un réseau interconnecté, une perturbation à un bout peut se propager en fait tout au long du réseau. Et c'est à ça qu'ils ont été vigilants. Sur l'Ukraine, il y a eu en plus un travail pour permettre des échanges d'électricité de manière un peu plus volumineuse. Sur le développement des contrats de long terme, donc vous pensez peut-être en particulier aux contrats de long terme que EDF a indiqué qu'il souhaitait mettre en place, dont la facilitation est également souhaitée à travers les négociations qu'on avait conduites au niveau européen sur le texte européen. Donc, il se développe à un rythme qui est moins important que celui qu'on pensait il y a un an. Mais ça avance avec probablement plusieurs facteurs, et notamment le facteur de l'évolution des prix de l'électricité. Au moment, si vous voulez, les contrats de long terme, ils ont un avantage très important pour les consommateurs, c'est qu'ils donnent de la visibilité et qu'ils insensibilisent aux pics vers le haut mais aussi vers le bas des prix de l'électricité qui sont le fruit des échanges de très court terme. Donc sur un contrat de long terme, vous vous rapprochez des coûts de production fondamentaux et vous insensibilisez aux variations de court terme.
Il y a plus de motivation sans doute du côté des consommateurs à conclure ce type de contrat en période de prix haut, parce que les contrats de long terme vont être en moyenne en dessous du prix instantané, parce qu'ils vont viser le coût de long terme. Et c'est sans doute un peu moins vrai dans une configuration où les prix sont revenus à des niveaux intermédiaires. Néanmoins, ça reste une politique de gestionnaire prudent que de souscrire ce type de contrat, et donc ça fait partie intégrante de la politique de régulation future que de pouvoir développer les contrats et les produits en fait de plus long terme, y compris au bénéfice des consommateurs particuliers à travers leurs fournisseurs. Timothée, tu vois quelque chose à ajouter? Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur. Ah non, Monsieur Bonneau souhaite... François Bonneau. Oui, merci Président. Effectivement, sur un des 3 volets que vous évoquiez, la sécurisation de la fourniture. Dans la consommation électrique, il y a 2 pics, un le matin, un le soir. Voilà, même s'il y a eu question de changement d'horaire pour essayer d'atténuer un peu ça. Il y a une interconnexion qui semble très intéressante, c'est celle avec l'Espagne, puisque le soir, ils ont des horaires très différents des nôtres. Et il semblerait que les Espagnols aient une volonté d'accélérer l'interconnexion avec nous, et que de notre côté, n'ayons pas le même allant qu'eux. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est ? Alors d'une manière générale, les interconnexions avec l'ensemble de nos partenaires, enfin de nos voisins européens, sont favorables effectivement à la gestion. C'est pas le seul outil pour gérer la variabilité de la demande et de l'offre, mais c'est un outil utile. Le cas particulier de l'Espagne est effectivement un cas important, puisque de leur côté, ils sont une péninsule électrique avec le Portugal. Donc ils ont également besoin pour leur propre sécurité d'approvisionnement de ces interconnexions. Nous sommes très mobilisés pour le développement des interconnexions avec l'Espagne. Il y en a une qui est en construction dans le golfe de Gascogne. Elle s'appelle Golfe de Gascogne. Donc, ce sont des interconnexions conjointes entre notre gestionnaire de réseau de transport et le gestionnaire espagnol REE. Ils ont fait face pour cette interconnexion Golfe de Gascogne à des difficultés techniques assez substantielles, puisqu'il y avait la traversée d'un canyon sous-marin, le gouffre de Cap-Breton, qui était prévu, et le gouffre s'est effondré et est devenu très instable dans les zones où il était possible de passer. Donc ça a obligé à revoir le tracé de l'interconnexion pour faire un passage par la terre à ce niveau-là, ce qui a mis du délai dans le développement de cette interconnexion. Mais à aucun moment on ne s'est démobilisé, et RTE s'est démobilisé, et on les développe. Nous entretenons des rapports étroits avec nos homologues espagnols, qui sont effectivement très vocaux et très soucieux du développement de ces interconnexions. J'ai vu mon homologue espagnol en visio assez récemment. Il y aura de nouvelles réunions prochainement, et nous suivons, nous cadençons avec les gestionnaires de réseau le développement de ces interconnexions. Ça nécessite le développement de ces interconnexions. Certains tracés nécessitent la traversée des Pyrénées, ce qui évidemment est techniquement un sujet relativement complexe. Et ça nécessite également de part et d'autre des renforcements de réseau, en particulier du côté espagnol, parce que si vous tirez une ligne à très haute tension à travers les Pyrénées, mais qu'il n'y a pas grand-chose d'un côté et pas grand-chose de l'autre en termes de réseau, vous ne pouvez pas faire passer beaucoup d'électricité de part et d'autre. Donc j'ai mentionné tout à l'heure le schéma décennal de développement de réseau de RTE, qui nous donnera à l'horizon de fin d'année une vision précise des renforcements à faire côté français, pour que à terme 2030-2040, avec l'évolution des consommations et du réseau, on soit en mesure d'utiliser cette interconnexion à plein. Nous attendons la même chose de la part de nos partenaires espagnols, de leur côté, puisque l'arrivée de l'autre côté des Pyrénées se fait dans une zone qui est assez peu maillée en termes de réseau. Et à moyen terme, RTE sera susceptible d'étudier d'autres tracés, mais là on est sur des tracés un petit peu plus prospectifs. Donc pour répondre en cours à votre question, on est très mobilisés, ce sont des sujets relativement complexes, mais on va augmenter les capacités d'interconnexion avec l'Espagne, à commencer par la nouvelle interconnexion Golfe de Gascogne. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Oui, quelques questions complémentaires, quelques observations par rapport à vos réponses, parce que sur l'uranium, moi j'ai hâte de voir vos prévisions et vos notes sur le sujet, parce que à la COP 28, là, il a été quand même annoncé d'ici 2050 un triplement de la production nucléaire.
Donc c'est même pas un doublement, c'est un triplement. En tout cas, moi c'est ce que j'ai lu. Peut-être que j'ai mal lu. Est-ce qu'on l'atteindra à 2050, ce triplement? J'en sais rien. Mais si on l'atteint, selon mes informations, quand même, je ne vois pas très bien comment on va atteindre la fin du siècle avec les réserves connues. Mais bon, peut-être que vous avez d'autres courbes. Et moi, je suis intéressé de voir vos courbes par rapport à la consommation actuelle et aux réserves connues. Ça, c'était un premier point. Sur les TRVE, la directive 2003 envisage la possibilité que la Commission demande la suppression des TRVE à partir de 2025, après 2025. Est-ce que vous pensez que c'est envisageable et est-ce que la France est assurée que ça ne sera pas le cas? C'est-à-dire que, je ne sais pas, l'Europe a peut-être changé un certain nombre de choses. Sur le financement du nouveau nucléaire, alors, moi, j'aimerais savoir ce qui est envisagé, parce que les représentants du personnel d'EDF qu'on a vu juste avant nous ont dit EDF attend des commandes, ou en tout cas attend un signal de départ. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien fait, mais en tout cas, ils ont le sentiment que pour l'instant, voilà, il y a eu des déclarations, mais il n'y a rien de vraiment concret qui dit. Je parlais tout à l'heure de l'accord avec EDF qui n'était pas signé et dont je m'étais un peu étonné. Mais là, il n'y a même pas un accord signé ou pas signé, il n'y a pas de document. On leur demande d'investir ce qu'ils ont commencé à faire, parce que, à ma connaissance, ils ont déjà investi à peu près 2 milliards d'euros sur ce nouveau nucléaire. Et en fait, on n'a pas de perspective de commande de financement. Être-ce que l'État va mettre la main à la poche? De quelle façon? Est-ce que l'État envisage de créer une structure avec EDF pour être en même temps propriétaire de ce nouveau nucléaire? Est-ce qu'il y a un CFD qui est en cours de négociation ou qui serait présenté à Bruxelles? Voilà, je sais pas, et je ne sais pas à quel moment vous pensez que ça va être arrêté. Ces éléments-là qui me paraissent fondamentaux, à quel moment vous pensez que ça va être... et là, il ne faut pas me dire 2030 ou... Ouais, je ne sais pas, mais enfin bon. Et troisième ou quatrième point, je ne sais même plus, le nucléaire de 4e génération. Visiblement, on a arrêté Astrid. On a l'impression que tout est au point mort sur le sujet. Est-ce que vous nous confirmez que tout est au point mort sur le sujet? Et est-ce qu'il ne serait pas grand temps de réanimer les recherches et le travail sur les neutrons rapides? Parce que ça nous semble être effectivement une voie d'avenir que d'avoir du nucléaire durable. Ça revient à la question précédente sur l'uranium. À partir du moment où on peut se poser des questions sur l'uranium, on pense qu'avec la 4e génération, peut-être qu'on s'en poserait beaucoup moins. Merci. Madame la directrice. Merci pour toutes ces questions. Donc sur l'avenir des tarifs réglementés de vente après 2025, en effet, dans le principe et dans les écrits, les tarifs réglementés de vente doivent être rejustifiés périodiquement par les États membres s'ils y ont recours. On a été amené à le faire par le passé déjà au moins une fois. Je peux difficilement parler pour la Commission européenne, mais à l'issue de la période de crise qu'on vient de passer et au regard des échanges qu'on a pu avoir avec la Commission européenne, notamment à l'occasion des négociations sur la réforme du marché de l'électricité, il nous semble que la Commission a pleinement en tête l'utilité et la nécessité de ces tarifs réglementés qui n'ont absolument pas été remis en cause, et même globalement le fait que l'État puisse intervenir en faveur des consommateurs vulnérables et notamment des particuliers a plutôt été conforté dans les dernières discussions. Donc on n'a pas d'inquiétude particulière majeure. On sera amené à faire les justifications qu'il faut, mais il me semble que le déroulé de ces dernières années tend plutôt à conforter l'intérêt et l'utilité des tarifs réglementés de vente pour protéger les consommateurs. Tu veux ajouter quelque chose là-dessus ? Oui, parce qu'effectivement, en complément, dans la directive 2019-944, donc celle qui est actuellement en vigueur, il y a une disposition à la fin de l'article 5 qui dit qu'au 31 décembre 2025, je pense que c'est celle à laquelle vous faites allusion, monsieur le rapporteur, la Commission doit remettre un rapport sur l'exécution de l'article et, s'il y a lieu, si elle le souhaite, faire une proposition législative
qu'elle voudrait. Donc, en tout état de cause, en l'état actuel du droit, ça ne change. Enfin, il y a simplement l'exigence d'une remise de rapport par la Commission. Le droit ne change pas, sauf si la Commission venait en faire la proposition et que l'Europe l'adoptait. Et après, ça renvoie à ce que Sophie Bourlon disait, c'est qu'on n'a pas d'indication en ce sens. Et du côté des États membres, ce qu'on a traversé pendant la crise a plutôt tendu à conforter, on l'a vu encore une fois, pour les discussions sur l'évolution du market design, a plutôt tendu à renforcer la préoccupation des États membres sur la protection des consommateurs. Sur le financement du programme de nouveau nucléaire, donc il y a les travaux sont assez intenses entre EDF et l'administration pour analyser de manière approfondie les différents schémas qui sont possibles. Vous en avez cité quelques-uns, un co-investissement, une régulation en période de fonctionnement, voire une régulation dès la période de construction, comme ça a pu être envisagé par certains de nos collègues à l'étranger. Donc un ensemble de schémas de financement avec des impacts sur le partage des risques, sur le coût du financement, sur le respect des règles européennes, sur la trajectoire financière d'EDF qui sont différents selon les dispositions qui sont envisagées, et donc des travaux en ce moment assez intenses d'échanges techniques avec EDF, avec l'Agence des participations de l'État et nous pour évaluer de manière détaillée et approfondie les avantages et les inconvénients des différents schémas. Du côté d'EDF, le souhait, c'est de pouvoir prendre une décision finale d'investissement l'année prochaine. Donc le calendrier des échanges, il est cohérent avec cet objectif de décision d'une décision d'investissement. C'est à cette échéance qu'il faut avoir arrêté l'ensemble des options. Donc, aujourd'hui, encore une fois, travail intense. On le fait aussi avec la Direction générale du Trésor et notamment les spécialistes du financement des infrastructures. Enfin, tout ça permet d'avoir des échanges assez approfondis pour proposer le meilleur schéma, le discuter avec la Commission européenne et avoir un schéma de financement. Aujourd'hui, plusieurs options sont encore ouvertes à l'horizon nécessaire pour que le projet puisse avancer. Dans l'attente, l'État présent au conseil d'administration d'EDF a eu l'occasion de valider la poursuite des investissements amont, si je puis dire, dans le projet. Vous avez mentionné, et c'est vrai que je n'avais pas répondu à ce point, le fait que l'accord avec EDF sur la régulation du nucléaire existant n'était pas un papier formel signé avec une signature en bas. Il y a quand même eu des discussions à très haut niveau entre le président directeur général d'EDF et les membres du gouvernement. Donc ça donne un niveau de solidité à l'accord qui est élevé, et il trouvera sa traduction d'une part dans la politique commerciale d'EDF, puisque EDF a une part d'engagement sur le fait qu'il développe une politique commerciale, et ça c'est quelque chose que nous suivons de près et qui se déroule en ce moment, et d'autre part par sa traduction dans une régulation qui aura un volet législatif et sur lequel le travail sur les écritures avec les différents collègues de l'administration se poursuit pour pouvoir avoir les écritures législatives. Donc ça s'instanciera, si vous voulez, in fine, dans du droit dur à travers une loi qui mettra en œuvre cette régulation. Et donc vous le verrez passer le moment venu. Sur la 4e génération, Astrid, les réacteurs à neutrons rapides, etc., la recherche s'est poursuivie lorsque le développement du démonstrateur Astrid, donc de l'installation industrielle, a été suspendu. Il avait bien été précisé, et c'est le cas, que les programmes de recherche se poursuivaient, et elle s'est poursuivie du côté du CEA. Les modélisations de la disponibilité en uranium, encore une fois, ne font pas attendre de difficultés avant au moins la deuxième moitié du siècle. C'est ça qui a permis de différer l'investissement assez massif dans un démonstrateur industriel de grande taille. En revanche, le travail, la perspective d'avoir des réacteurs à neutrons rapides en fonctionnement dans les temps qui viennent a été relancée par le programme sur le nucléaire innovant. Vous savez qu'on a lancé un appel à projet sur les petits réacteurs modulaires innovants. Parmi les concepts qui ont
été retenus pour un financement par France 2030, il y a des concepts de réacteurs à neutrons rapides qui sont donc en cours de développement. On est dans des phases encore amont. Et donc, c'est une opportunité également d'approfondir et de développer ces concepts à travers le financement du nucléaire innovant. Donc, parmi les projets qui ont été sélectionnés et qui ont été annoncés au fil de l'année 2023, dans ces concepts-là, il y a des concepts réacteurs neutrons rapides qui sont en cours de développement, sous financement État. Par exemple, les noms Narea, Nucléo, si vous recherchez sur Internet, vous les trouverez. Merci. J'aurais quelques questions. Une par rapport aux discussions auxquelles vous participez, je suppose, avec la Commission européenne sur la non-atteinte des objectifs d'énergie renouvelable en 2020. Où en est-on? Vers quel niveau de sanctions financières se dirige-t-on? Autre question intéressant l'Europe, pourquoi la directive RED n'inclut pas les résultats de décarbonation des États membres, dont celui de la France, qui a la caractéristique, comparé à d'autres, d'avoir quand même de produire une énergie en proportion électrique très, très décarbonée. Quelle position la France défend-elle par rapport aux aides d'État qui pourraient lui être reprochées ou qui pourraient être invoquées par rapport au financement du nucléaire à venir? Quelle est également la position de la France par rapport au devenir du régime juridique du parc hydraulique? Et dernière question, un peu plus prospective, mais je pense elle fait écho assez directement au moins à une des 3 missions que vous avez évoquées, celle concernant la sécurité d'approvisionnement et la souveraineté. Vers quelle énergie marginale, je l'appelle comme ça, se dirige-t-on, c'est-à-dire l'énergie finalement de la dernière centrale qui est appelée et qui fixe sur le marché le prix spot. Aujourd'hui, donc, c'est du gaz, pour l'essentiel, c'est du gaz. Voilà, on n'en est pas producteur, on a plutôt intérêt à ce que cette énergie, on la produise. Dans le cadre de la plaque de marché, de la plaque de marché qui nous intéresse, voilà. Vers quelle énergie en la matière se dirige-t-on? Je vois que ça discute. Pardon, je vérifie les éléments de réponse à votre question. D'accord, ok. C'est un point qui alors peut-être à tort, qui me paraît assez fondamental en matière de maîtrise des prix et de formation des prix sur le marché, d'une part, et d'autre part de souveraineté nationale. Voilà, parce que je pense qu'on a intérêt à s'affranchir évidemment des sources, notamment est-européennes, dans le contexte géopolitique que l'on connaît actuel. Si vous pouvez répondre à ces questions, madame, je vous en serai gré. Bien sûr. Alors, sur les objectifs, la non-atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables 2020 par la France, qui étaient des objectifs contraignants qui avaient été fixés au début, enfin non, à la fin de la décennie, il y a 2 décennies. Donc la France n'a pas atteint ses objectifs juridiquement. Aujourd'hui, et par rapport aux questions également que vous nous aviez posées par écrit, aujourd'hui il n'y a pas de procédure contentieuse lancée par la Commission européenne. Il y a des rappels de la Commission de la France à ses obligations et une interrogation sur la manière dont nous proposons de résoudre cette non-atteinte des objectifs. Donc les discussions se poursuivent. La France a eu l'occasion d'indiquer à la Commission européenne qu'elle ne souhaitait pas rentrer dans des options qui conduirait à payer une forme de soulte sans que ça ne permette en aucune manière le développement supplémentaire d'énergie, et en particulier d'énergie renouvelable. À quoi s'expose la France? C'est quelque chose qui est difficile à évaluer parce qu'il n'y a pas de retour d'expérience sur une situation de ce type. Et donc, il est difficile d'évaluer dans l'hypothèse où il y aurait effectivement un contentieux lancé et où la France serait condamnée au type de montant auquel s'exposerait
donnerait la France. La priorité qu'on a mise dans nos discussions avec la Commission européenne, c'est sur le fait de résorber l'écart, ce qui se fait à vitesse accélérée, et sur les gages que pouvait donner la France sur sa politique de développement des énergies renouvelables pour résorber l'écart. Donc les discussions se poursuivent avec la Commission européenne sur ce point. Sur la décarbonation et la directive RED. Alors, la directive RED, c'est de la directive sur le développement des énergies renouvelables, le R étant renouvelable. Et donc, dans cette directive sont fixés, c'est pas l'alpha et l'oméga de la politique énergétique européenne, mais dans cette directive sont fixés les objectifs de développement des énergies renouvelables. Et donc, jusqu'à la directive RED 3, qui est celle qui fait partie du paquet Fit for 55 et qui a été discutée ces dernières années, c'est bien des objectifs de développement des énergies renouvelables qui sont fixés au niveau européen, avec ensuite une formule de répartition entre les États membres qui avait fixé des objectifs donc contraignants pour l'horizon 2020 et depuis des objectifs collectifs avec des objectifs indicatifs par pays qui sont déclinés selon ces formules. Donc c'est la raison pour laquelle on a bien des objectifs d'énergie renouvelable et que ces objectifs sont fixés en fonction du développement des énergies renouvelables. La position de la France pour le futur, c'est que la politique de décarbonation européenne ne peut plus reposer exclusivement sur la fixation d'objectifs de développement des énergies renouvelables. Alors, on n'a pas que des énergies renouvelables électriques, et on a encore une large place et un large champ de développement des énergies renouvelables pour la chaleur, le liquide, le gaz, comme on en parlait tout à l'heure. Mais au-delà de ça, notre politique énergétique, et c'est ce que nous portons au niveau européen, doit désormais fixer des objectifs de décarbonation et sans se perdre dans des sous-objectifs détaillés par filière et par sous-filière. Donc c'est ce que nous portons au niveau européen pour la discussion des futurs objectifs qui devraient s'enclencher après les élections européennes avec la constitution de la nouvelle commission. Très clairement, la position de la France, c'est qu'on discute désormais pour l'horizon postérieur à 2030, comme les filières seront lancées, les différentes filières seront lancées, d'objectifs de décarbonation avec la possibilité pour les États membres de choisir les voies de décarbonation les plus efficaces en fonction de leur choix de politique énergétique et en fonction de leur situation individuelle. Ma question, c'était comment est-il tenu compte déjà des efforts de décarbonation qui ont été réalisés? Les États membres ne sont pas égaux par rapport à cette question-là. Mais je me permets d'insister sur le développement des énergies renouvelables, le partage du développement des énergies renouvelables. Jusqu'à maintenant, il est fixé dans un règlement sur la gouvernance et il mixe et il intègre une notion de partage de l'effort et des notions de solidarité entre les différents pays. Ça a conduit, là, dans la dernière révision, à ce que la France ait un taux d'augmentation de ses objectifs d'énergie renouvelable qui soit plus faible que la moyenne européenne, un peu plus faible que la moyenne européenne, puisque nous, on a 10 points d'augmentation contre 11 points en moyenne européenne. Mais la formule de partage de l'effort, elle n'est pas fondée uniquement sur la situation de décarbonation des États membres. C'était pas comme ça. Je n'étais pas à l'époque, mais ce n'était pas comme ça que le partage de l'effort a été fixé initialement. C'est un des points, comme je l'indiquais, que porte la France, que désormais les politiques de décarbonation puissent être envisagées un peu plus dans leur ensemble. Initialement, c'est quand ? Alors la première RED, elle a été négociée en 2008 ou 2009. 2008-2009. Ouais. 2008-2009, et donc à l'époque, les gens qui ont négocié pour la France n'ont pas négocié sur la base de la situation de décarbonation de notre électricité telle qu'elle existait à l'époque. C'est-à-dire qu'on nous a demandé des efforts, parce que quand vous dites 10-11%, c'est à la marge. Vous dites, nous on nous a demandé 10%, la moyenne européenne c'est 11%, et je pense que la situation décarbonée de notre électricité n'est pas partagée par beaucoup de pays européens. Donc, Non, mais je rappelle que la décarbonation de notre mix énergétique est encore très inférieure à 50%. Donc, si vous voulez, la France est très décarbonée sur son mix électrique.
Alors, j'ai pas la moyenne avec moi, on pourra vous transmettre les chiffres. Évidemment, la France est plutôt dans les relativement bons élèves, mais on a des pays qui ont beaucoup plus décarboné la chaleur ou qui ont plus décarboné leur transport. C'est moins notre cas. Donc, il faut... Enfin, il y a deux choses. Oui, bon, ça, pour le coup, c'est des statistiques européennes qui sont disponibles. Je ne les connais pas par cœur, mais on pourra vous les transmettre. Elles doivent être publiées par Eurostat tous les ans. Donc... Alors, encore une fois, moi je n'y étais pas et j'étais plus vers le début de ma carrière professionnelle, mais ce qu'on peut voir comme trace, c'est que les discussions à l'époque sur le sujet du développement des énergies renouvelables, ils ont porté sur le développement des énergies renouvelables. Et donc, les objectifs de la directive RED, c'était de développer les énergies renouvelables et de faire émerger les filières d'énergie renouvelable en donnant des objectifs et des trajectoires qui permettent d'investir sur des filières, les différentes filières d'énergie renouvelable. Et encore une fois, pas seulement l'électricité. On parle aussi des biocarburants, on parle aussi du biogaz, on parle aussi de la géothermie en chaleur. Donc, cet objectif, c'était de fixer des trajectoires qui, évidemment, ont un effet sur la décarbonation, mais comme on était au début, l'important c'était ces trajectoires des énergies renouvelables. Au fur et à mesure que ces trajectoires et qu'on est à des niveaux plus hauts, nous ce qu'on dit, c'est que maintenant il est temps de changer de logique et d'avoir une logique, puisqu'on veut se diriger vers une décarbonation complète des mix énergétiques à l'horizon 2050. Il est temps, pour faire cette fin de trajectoire, cette deuxième moitié de trajectoire, on va dire, parce qu'on n'est pas encore tout à fait à la fin, de rentrer dans une logique où c'est l'objectif de décarbonation efficace qui prime. Il n'était pas absurde, me semble-t-il, que nos prédécesseurs cherchent à donner de la visibilité aux différentes filières pour qu'elles puissent se lancer. Okay. Voilà. Mais encore une fois, je n'y étais pas. Les aides d'État, les régimes juridiques hydrauliques et l'énergie marginale. Oui, alors sur les aides d'État, sur le financement du nucléaire, on a eu des discussions approfondies avec la Commission européenne, vous l'avez certainement en tête, dans les années 2019, 2020, 2021, alors que la France avait porté un premier projet de régulation du parc nucléaire existant qui prenait la forme d'une aide d'État, justement sous la forme d'un CFD ou de quelque chose qui pouvait y ressembler. Donc on avait eu des discussions approfondies avec la Commission européenne sur les conditions d'acceptabilité de ce type d'aide. Et en particulier, les règles, ce sont les règles de droit commun des traités, le fait qu'on démontre que cette aide est nécessaire, le fait qu'elle est au juste niveau, le fait qu'il n'y a pas d'autre option moins interventionniste que le fait de faire une aide d'État, et le fait que cette aide d'État, elle serve à aider l'activité qu'il est nécessaire d'aider et pas autre chose. Et c'est sur ce point-là, le fait que l'aide d'État serve à aider l'activité qu'on aide et pas autre chose, qu'une partie des discussions se sont nouées, parce qu'évidemment, dans un grand groupe comme EDF, mais c'est vrai, ça serait vrai avec d'autres entreprises, le fait qu'on puisse démontrer que cette aide d'État restera dans l'activité qu'on aide et ne percole pas dans l'ensemble de l'entreprise en lui donnant un avantage par rapport à ses concurrents, évidemment une démonstration un petit peu complexe. Et donc on sait qu'on aura des discussions de ce type, le moment venu, en particulier sur le financement du nouveau nucléaire, et qu'on aura apporté cette démonstration que si aide d'État il y a, si le schéma qu'on retient est un schéma avec aide d'État, et c'est probable qu'il y aura une composante d'aide d'État dans le schéma de financement, ce sera bien une aide d'État qui sera ciblée sur le financement du nouveau nucléaire et qui n'ira pas irriguer d'autres activités qui ne seraient pas ciblées par cette aide. L'hydraulique. Sur l'hydro, donc c'est une priorité d'action, certes depuis longtemps, mais ça reste une priorité d'action puisque la situation de précontentieux au niveau européen gèle en fait les investissements dans le parc hydroélectrique français et qu'on a vraiment la volonté d'en sortir. Il y a plusieurs options qui ont été remises à l'étude en vue d'une discussion avec la Commission européenne. Parmi elles, une option qui a déjà été en partie explorée avec la Commission européenne, qui est pour les concessions d'EDF d'explorer un schéma de quasi-régie qui resterait donc dans le droit des concessions, mais ces concessions pourraient être attribuées sans remise en concurrence à une entité ultra public, on va dire ça comme ça, qui serait une quasi-régie au sein d'EDF, mais une quasi-régie de l'État. Une autre option qui est en cours d'exploration serait un schéma où on sortirait du régime concessif pour entrer dans un régime de propriété et d'autorisation, qui est un régime qu'on trouve également ailleurs en Europe, qui consisterait à ce que les exploitants actuels, les concessionnaires actuels des barrages concédés,
les acquièrent, en deviennent propriétaires, et on mettrait dans ce cas-là en place un régime d'autorisation qui permette, par ce régime d'autorisation, de faire porter les droits et les devoirs sur l'exploitant des barrages similaires à ce qu'on peut inscrire aujourd'hui dans un contrat de concession. Donc les travaux sont en cours, il n'y a pas de décision qui est prise sur le schéma qui sera choisi. Il y a des discussions qui sont importantes, qui seront à avoir au niveau européen, également au niveau national, évidemment, sur ces schémas. Pour l'instant, on est dans les approfondissements des implications juridiques des différents schémas. L'énergie marginale. L'énergie marginale. Alors, pour encore longtemps, l'énergie marginale restera une énergie carbonée vraisemblablement, dans une proportion supérieure à sa part dans le mix. C'est d'ailleurs ce qu'on a observé ces dernières années et ce qui a posé des difficultés sur la volatilité des prix pendant la crise, c'est que la marginalité des moyens fossiles est supérieure temporellement à leur part dans le mix électrique. Ça, pourquoi ? Parce que principalement, ce sont des installations à faible capex mais à fort opex, donc on les retrouve en coût marginal. Pourquoi on ne peut pas s'en affranchir plus rapidement ? Parce qu'il faut aller pour ça, il faut aller au bout de la décarbonation. Donc c'est ce qu'on fait. Les actifs décarbonés, ils sont quasiment tous à coût marginal inférieur. La majorité des actifs de production électrique décarbonée, c'est des actifs de production avec beaucoup de capex mais peu d'opex, donc un coût marginal de production qui est faible. Donc ces actifs ils se réinsèrent automatiquement dans le merit order avant les fossiles, mais du coup ça veut dire que la conséquence, c'est qu'on retrouve effectivement les fossiles. Je veux dire, au-delà des questions techniques qui peuvent expliquer la situation et la réponse que vous faites, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de volonté politique de trouver une énergie, un volume suffisant pour assurer cette fonction qui est absolument fondamentale quant au prix des marchés. On ne peut pas faire fonctionner des turbines à biogaz, par exemple. On ne peut pas produire les quantités nécessaires pour boucler le mix de production à un moment donné. Je n'arrive pas à comprendre. On peut, ça sera plus cher, donc ça sera marginal, pas souvent. Parce que Dieu merci, on n'ira pas trop souvent taper les coûts qui correspondent à... En fait, les actifs décarbonés de pointe de type turbine à biogaz, biofuel, hydrogène, etc., aujourd'hui, leur coût marginal il est supérieur au coût des fossiles. Une des difficultés de la décarbonation au niveau mondial, c'est que le fossile, globalement, c'est des énergies faciles et pas chères. Si on n'intègre pas le coût lié au changement climatique que ça provoque. Tant qu'on n'intègre pas complètement le coût du changement climatique, le fossile, c'est globalement pas très cher. Donc ça veut dire que les actifs de pointe, les moins chers en coût marginal aujourd'hui, ça reste les actifs fossiles. Donc c'est pas une question de volonté. On va faire émerger, on fait émerger, on en a d'ailleurs des centrales qui peuvent tourner effectivement avec des bio-choses ou des carbonés choses à la pointe, mais leur coût marginal sera supérieur, donc leur marginalité sera plus faible. Et en revanche, il faut les évincer par le bas, c'est-à-dire les éliminer progressivement. Ensuite, et pour finir de répondre à votre question, parce qu'en fait, il y a la question de est-ce que le fait que ces actifs fixent le prix spot au moment des échanges, mais ensuite la question principale dont on cherche à s'affranchir, c'est la manière dont ces coûts sont ou pas répercutés vers le consommateur. Parce que ça fait le prix de l'échange et c'est efficace que ça reste le prix de l'échange. En revanche, au fur et à mesure que leur part dans le mix se réduit, leur part dans le coût global se réduit. Et donc l'objet de la régulation, mais là qui est la question de la facture des consommateurs et pas la question de qu'est-ce qui fait la marginalité dans le coût instantané, c'est effectivement de décorréler, mais après la facture du consommateur avec cette marginalité fossile pour faire revenir la facture du consommateur plus proche des coûts. Parce que si on prend ne serait-ce que le mix français, on a 7% de fossiles dans le mix électrique, mais la marginalité des fossiles dans notre prix spot est plus élevée que ça. La régulation qu'on propose de faire, c'est ce qu'on a fait avec les boucliers, par exemple, de manière temporaire et imparfaite. Mais de manière temporaire et imparfaite, c'est bien ce découplage qu'on est allé chercher. Donc évidemment, on cherche à le faire demain de manière plus efficace, sans exposer le budget de l'État, etc. En répartissant la rémunération entre le producteur et le consommateur pour que la facture du consommateur soit, si j'utilise un terme chimique, tamponnée par rapport au coût de production. Mais l'éviction des fossiles de la marginalité se fera
à un rythme plus lent que la décarbonation en volume, parce que justement, ce sont des actifs de pointe. Et c'est donc bien une régulation qui doit permettre d'avoir un effet sur la facture du consommateur avant qu'on ait pu l'évincer complètement du mix électrique. Tous les actifs de pointe décarbonés, à l'exception de l'hydro et encore par des phénomènes un peu complexes, sont plus chers que le... J'ai le souvenir du ministre Le Maire qui, pendant la crise ukrainienne et ses conséquences sur les prix de l'électricité, disait combien il était anormal qu'effectivement le prix payé par les consommateurs, ou en tout cas certains d'entre eux, la plupart d'entre eux, soit indexé sur des ressources fossiles. Finalement, rien ne change. Alors expliquez-moi, je comprends rien. Parce que le prix payé par les consommateurs, et c'est bien ça, on a parlé tout à l'heure du tarif réglementé, par exemple, le prix payé par les consommateurs, c'est pas forcément, et d'ailleurs en France ça n'est pas, le résultat du prix spot. Le prix spot, sa formation... Oui, il y a une composante spot quand même. Il y a une composante prix de marché dans ce que paye n'importe quel consommateur français d'électricité. Oui, mais justement, un des objectifs de la régulation telle qu'on l'envisage, c'est qu'on capte ce qui dépasserait significativement le coût moyen de production et que ça soit redistribué au consommateur. Donc l'effet pour le consommateur soit bien un effet de découplage. Parce qu'on partage complètement, et c'est ce qu'on a porté au niveau européen, le fait qu'on ne peut pas avoir de l'investissement dans de la décarbonation du côté des consommateurs et on ne peut pas avoir des consommateurs particuliers protégés s'ils continuent à payer à travers le prix de l'électricité le prix des fossiles tant que l'Europe n'est pas entièrement décarbonée. Et ça, on partage complètement. Mais l'éviction dans le mix énergétique se fera à l'horizon de bien plus d'une décennie. Et donc c'est bien par la régulation vis-à-vis du consommateur qu'on va faire ce découplage et c'est bien ça l'objectif. Donc il faut à tout prix garder les tarifs réglementés. Alors, pas forcément, on peut tout à fait avoir une régulation qui ne passe pas par les tarifs réglementés. D'ailleurs, si je reprends l'exemple du bouclier, qui est une régulation de crise imparfaite, tout ce que vous voulez, mais la régulation par le bouclier, elle a permis de couvrir l'ensemble des consommateurs particuliers, et pas uniquement ceux qui étaient aux tarifs réglementés. Et d'ailleurs, ce qui protège... sur les particuliers, on peut... Et puis ça coûtait une fortune. Sur la protection des particuliers, l'objectif sur les particuliers, c'est bien de faire ce découplage pour l'ensemble des particuliers. La question du ciblage a été particulièrement un sujet sur le bouclier, le dispositif qui avait été mis en place sur le carburant. Mais par ailleurs, je ne suis pas du tout en train de faire l'apologie du bouclier, qui encore une fois est un dispositif de crise qui était nécessaire et ce n'est pas ça qu'on veut mettre en place, évidemment, à long terme. Il a beaucoup de défauts. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui protège les consommateurs, ce n'est pas avant tout les tarifs réglementés. C'est avant tout la régulation qu'on met et la redistribution vers les consommateurs. J'entends ce que vous dites, madame, qui est la position de l'exécutif, et c'est normal. Si on se retrouve dans les mêmes conditions que ce qu'on a vécu donc, avec la crise ukrainienne, et avec des prix d'ailleurs qui avaient commencé à monter avant la crise, avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on se retrouve dans la même situation qu'aujourd'hui. Je ne vois pas dans les mécanismes qui se profilent de dispositions permettant de mieux gérer une situation comparable. Je ne vois pas, mais je vois peut-être mal, hein, vous allez m'aider à y voir plus clair, mais je ne vois pas par rapport à ce que vous dites, ce qui est proposé, ce que je comprends, je ne vois pas comment on passerait une situation mieux qu'on ne l'a passé précédemment, là, il y a quelque temps encore. Je ne vois pas. Donc voilà, mais je vous écoute. Bon, parmi les outils, on en a parlé tout à l'heure sur la question de Madame Simpé. Dans la solution, il y a en particulier les produits de long terme. Le pic, la situation qu'on a eue pendant la crise en Ukraine et qui pourrait se reproduire pour différentes raisons d'une forte volatilité des prix, ce pic, il est complètement gommé quand on regarde les produits de long terme. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas suffisamment de produits de long terme pour couvrir l'ensemble des consommateurs. Et donc, un des objectifs... Mais c'est pour tout le monde.
Bien sûr, c'est pour tout le monde. Bien sûr, c'est pour tout le monde. Dans les produits de long terme, on a deux types de choses. Il y a des contrats de long terme, de one-to-one. Donc, c'est les PPA, les Power Purchase Agreement, qui peuvent intervenir entre un producteur et un consommateur directement. C'est les contrats d'allocation de production nucléaire que développe EDF, où là, effectivement, c'est des contrats pour des très gros consommateurs. Mais ensuite, des produits à 3 ans, 4 ans, 5 ans, un fournisseur normal d'électricité peut tout à fait les acquérir et du coup les mettre dans ses offres pour les consommateurs. Et l'objectif, c'est bien de développer le volume de ces produits-là pour que l'ensemble des consommateurs soient couverts et qu'on aille vers un monde... Non. Il faut vraiment distinguer. En fait, le tarif réglementé est un des outils pour faire passer une formule d'approvisionnement aux consommateurs. Ça n'est pas le seul. Et donc, le tarif réglementé, c'est dans quelle boîte on enferme ensuite toute la régulation qu'on a conçue en amont pour la passer aux consommateurs. On peut le faire par les tarifs réglementés, et notre intention est bien de conserver et d'étendre les tarifs réglementés. On pourrait le faire par d'autres moyens. Mais de toute façon, les tarifs réglementés ne vont intégrer que ce qu'on aura défini comme régulation, donc comme produit de long terme, comme mécanisme de redistribution. Le tarif réglementé, il ne fait que mettre en musique, mettre en formule, mettre en offre toute la régulation qui a été construite en amont. Et donc la régulation construite en amont, on va vers plus de produits de long terme pour tout le monde et vers un dispositif d'écrêtement justement pour gérer la volatilité et les pics, où là, contrairement à ce qui a été fait avec le bouclier, on aura l'objectif est d'avoir un adossement direct entre le volume qui serait capté et redistribué pour le consommateur pour que ça soit neutre pour le budget de l'État. Ce qui peut se faire, hein, c'est des maths assez... Ok. Il n'y en a besoin que des 4 opérations. Très bien, merci. Oui, Denise, Madame Sempé. Merci, Président. Simplement sur ce sujet, vous entendez bien que les parlementaires, nous sommes nous souhaitons que les TRV demeurent. Pourquoi ? Parce que le TRV, c'est quelque part un peu une assurance. Alors, restera à savoir à quel niveau, si l'État décide d'appliquer les TRV, à quel niveau seront ces TRV, parce qu'il faut quand même que le prix des TRV soit le plus près possible du juste prix de la fourniture, d'accord ? Le bouclier tarifaire n'ayant été, à mes yeux, que l'opération de la dernière chance, on ne peut pas penser que tous les ans, l'État sortira le bouclier tarifaire. C'est pas possible. On le voit bien, les finances, où est-ce qu'on en est des finances aujourd'hui. Donc, le bouclier tarifaire, moi, je ne le conçois pas comme une solution de long terme. Par contre, les TRV, c'est beaucoup plus protecteur pour le consommateur, à la condition que la fixation de ces TRV soit logique et normale et qu'on ne reparte pas dans des excentricités de prix de l'électricité. Très simplement, pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas confiance au marché. Pour ma part, je ne fais plus confiance au marché. Autant j'ai été de celle qui a travaillé sur les différentes directives pour voir comment on pouvait adapter l'ouverture du marché à l'électricité, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Bon, voilà. Donc, les TRV, sachez que, et mes collègues se sont exprimés aussi dans ce sens-là, et moi je pense qu'il faut absolument que l'État conserve les TRV, ne serait-ce que pour apaiser le consommateur d'une crise qui pourrait se passer encore sur les marchés. On n'est pas du tout à l'abri. Voilà. Et deuxième, pardon, tant que j'ai la parole, Président, oui. Après je ne la prendrai plus, promis. Sur quand le Président a évoqué l'hydroélectricité, il y a les deux régimes juridiques, vous les avez bien expliqués. Il y a la quasi-régie
et il y a le régime d'autorisation, c'est-à-dire la décision autoritaire de l'État qui va dire bon ben je prends tel, ok, j'accepte qu'EDF soit le concessionnaire, etc., le producteur, ou j'accepte parce qu'il y en a d'autres en France. Donc la grande question ce sera que décidera l'État pour les autres qui existent aujourd'hui et qui font vivre les territoires. Est-ce que dans la quasi-régie, l'ouverture, l'appel à la concurrence, c'est-à-dire l'appel d'offres, est obligatoire ou pas? Alors sur les TRV, pour revenir sur ce que vous indiquez, et je suis désolée si je n'ai pas été suffisamment claire, l'intention est bien de maintenir les TRV. Je n'ai en aucun cas dit que l'intention n'était pas de les maintenir. D'ailleurs, on en a discuté tout à l'heure, est-ce qu'on les maintient au-delà de 2025, etc. L'intention est vraiment de maintenir les tarifs réglementés. Mais comme vous l'avez très justement dit, le tarif réglementé ne protège le consommateur que si la manière dont on peut fixer son prix est effectivement protectrice du consommateur. Et quand j'ai parlé des boucliers, c'était pas non plus du tout pour dire qu'il fallait, et je suis désolée si vous l'avez entendu, je n'ai pas du tout dit que l'objectif était de prolonger les boucliers, mais simplement qu'on voit, si vous voulez, un tarif réglementé, le tarif réglementé français, il a bien protégé les consommateurs au début de la crise, et assez bien, au regard de ce qui se faisait ailleurs en Europe, protéger les consommateurs ensuite. Pourquoi est-ce qu'il a bien protégé les consommateurs au début de la crise? Parce qu'il est construit sur l'approvisionnement des 2 ans avant. Et 2 ans avant le début de la crise, les prix étaient bas. On a pu voir dans les relations avec nos collègues européens qu'il y a eu des difficultés sociales en Espagne immédiatement, alors qu'en France, le prix de notre électricité pour les consommateurs particuliers qui étaient au TRV ou aux offres de marché calquées sur les TRV n'avait pas augmenté. Pourquoi? Parce qu'en Espagne, l'habitude, c'est d'avoir des offres calquées sur les prix spot. Donc dès que les prix se sont envolés, en Espagne, les prix se sont envolés. Donc la manière dont on construit les TRV est au moins aussi importante que le fait d'avoir les TRV. Donc l'intention est bien de garder les TRV et l'intention est de construire une régulation qui permette que les TRV, dans la manière dont ça sera intégré, et également les autres types d'offres, soient effectivement protectrices des consommateurs et que cette régulation d'ailleurs, parce que les TRV sont pour les particuliers et les petites entreprises, que cette régulation permette de protéger l'ensemble des consommateurs, y compris les entreprises, et donc la compétitivité de notre économie. Sur l'hydro, le schéma de quasi-régie, c'est bien un schéma qui permettrait d'attribuer les concessions pour celles d'EDF et pour la quasi-régie qui, dans ce cas, serait créée au sein d'EDF, sans concurrence, à l'entité quasi-régie. Et ça, on aurait le droit de le faire en vertu de la directive concession, parce que ça serait une entité qui répondrait aux critères de quasi-régie, c'est-à-dire, si je schématise, très 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 public. Il y a des questions de gouvernance, des questions de détention du capital, enfin un certain nombre de conditions à remplir. Et donc c'est une hypothèse qui permettrait que les concessions d'EDF soient attribuées à cette quasi-régie sans mise en concurrence. Dans le schéma, sans mise en concurrence. Ça fait des années qu'on en parle quand même de ça. Pourquoi on n'a pas avancé là-dessus? La question pourrait être réglée, aurait pu être réglée beaucoup plus tôt. Il y a un certain nombre de conditions à respecter pour obtenir cette quasi-régie qui étaient complexes et qui ont conduit à ne pas être en mesure de la mettre en œuvre depuis ces... Mais ces conditions seraient levées ou respectées prochainement pour aboutir ce sont les discussions qu'on va continuer, qu'on va reprendre et qu'on va continuer à mener. Avec l'autre schéma, auquel l'EDF est plus favorable, mais qui pose d'autres questions juridiques. Donc le schéma de pleine propriété et d'autorisation, qui, si on l'activait, aurait vocation, pour le coup, on ferait disparaître le régime de la concession, donc à s'appliquer à tous les concessionnaires, avec éventuellement des dispositions particulières pour certaines concessions très particulières. Je pense à la CNR, qui est une concession créée par la loi, et où donc là, on a une concession particulière. Les études juridiques, aucune décision n'est prise. Les études juridiques, elles sont extrêmement complexes, elles sont en cours, justement pour évaluer les implications de ces schémas, et notamment de ce deuxième schéma. Depuis 2012, on attend que ça bouge. L'hypothèse quasi-régie, on y a travaillé depuis fin 2019, début 2020, de manière intense. Bon.
Écoutez, merci. On va en rester là. Merci beaucoup pour ces éléments. Bonjour.